Alors bonjour à tous, je le refais pour les personnes connectées. Merci d'être présents. Ce matin, nous sommes là pour la restitution du diagnostic qui a été fait grâce à vous et votre participation et à nos consultants, donc Pierre qui est ici et Caroline qui est connectée, je crois. L'objectif, on vous l'a dit, c'est je vais lâcher ce truc-là, c'est de faire un état de situation ensemble de ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins bien pour trouver des solutions. C'est la phase 2 qu'on va initier par la suite avec les consultants pour trouver des pistes de process et méthodes qui me permettent de peut-être passer moins de temps à s'envoyer des mails ou à se poser des questions et avancer plus vite sur le fond. Euh, Pourquoi on fait ça? Parce que l'IHU a 12 ans maintenant, à peu près, et qu'en fait, ça te fait drôle. Et il est né d'une petite équipe qui forcément a eu des outils adaptés au démarrage. Et le fait de se poser la question de réactualiser ces outils, les adapter notamment au volume d'activité, qui a évidemment beaucoup changé puisqu'on est beaucoup plus nombreux, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est quelque chose qui se fait dans la plupart des structures, des institutions. On aurait peut-être pu le faire avant d'ailleurs, mais peu importe. Ce qui est important, c'est de le commencer aujourd'hui. Et le dernier point que je voulais vous dire, c'est qu'on le fait aujourd'hui. Mais l'objectif, c'est de garder cette dynamique, de garder ce questionnement et de rester agile et évolutif. Parce qu'un IHU est tout le temps en mouvement, il y a des nouvelles équipes, des nouvelles plateformes, des nouveaux équipements, des nouveaux projets, et tout ça génère des process. Donc c'est pas la partie la plus drôle peut-être de nos activités, y compris pour nous d'ailleurs, hein, équipe administrative, on est aussi soumis à ces processus parce qu'on doit rendre des comptes. Et c'est aussi l'intérêt de cette mission, c'est de garantir, c'est un point important, de garantir la bonne gestion de cet IHU. C'est aussi ce qui engage notre image et notre crédibilité. Donc voilà, donc là, aujourd'hui, je vais laisser la parole à Pierre Andrieux qui va nous faire une présentation de la restitution, donc la première phase du diagnostic, qui est fondée sur un ensemble d'entretiens que vous avez eu avec pas mal de gens et aussi de questionnaires auxquels vous avez bien voulu participer et je vous remercie encore. À vous. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va, tout le monde. Alors, déjà, je vous remercie pour ces propos introductifs. Je vais aussi faire un rappel du contexte, en tout cas de notre compréhension du contexte. Alors, cet audit, cette mission, elle est arrivée après donc 10 ans de fonctionnement de l'IHU, et comme vous l'avez rappelé, avec une activité qui s'accroît, la taille de l'IHU a grandi, et donc c'est le moment de se poser la question de certains ajustements organisationnels pour adapter les modes de fonctionnement de l'IHU à sa taille actuelle. Un petit élément de contexte en plus qu'on a dû comprendre au fur et à mesure des entretiens, c'est la gouvernance tripartite de l'Institut qui impose des contraintes sur ces différents modes de fonctionnement et qui complexifie la gestion administrative de l'Institut. Et c'est pour ça qu'on a aussi, sur les différents processus qu'on a observés, en tout cas sur certains, bien différencié le côté UB et le côté FBU. Alors sur la démarche, on a comme l'a rappelé Madame François, on a fait un grand nombre d'entretiens. Donc on a rencontré à la fois des personnes, des équipes administratives, mais aussi des chercheurs, pour avoir bien la vision à la fois utilisatrice, mais aussi contributrice de ces processus. On a analysé la documentation existante également avec les processus qu'on a reçus. Et enfin, on vous a envoyé une enquête en ligne à laquelle 55 personnes ont répondu. Donc, l'objectif derrière cette démarche, c'est pas seulement de poser le constat, hein, ça c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais c'est de définir une cible, et ça on le fera à travers des ateliers thématiques qui seront organisés un peu plus tard au cours du mois de juin et de juillet. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur la méthode? D'ailleurs, s'il y a des questions pendant la présentation sur les différents éléments, je vous laisse les poser au fur et à mesure. Très bien.
Alors, encore un petit point sur la méthode, sur chacune des fonctions qu'on a regardées, donc à savoir la fonction finance, la fonction informatique et la fonction ressources humaines, on est allé regarder 5 axes. Donc, le premier, c'est la stratégie et l'offre de service, c'est-à-dire la capacité de la fonction à proposer une offre de service de qualité, qu'elle soit visible, qu'elle soit lisible, et en lien avec les réels besoins des chercheurs. Ensuite, on a l'organisation et les processus. Donc ça, c'est la capacité à aligner les organisations et les fonctionnements pour soutenir la stratégie et donc la performance de la fonction. Les ressources humaines, évidemment, donc ça, c'est l'adéquation entre les ressources et les besoins de la fonction. Le pilotage et l'animation, ça, c'est la capacité à créer les conditions et les moyens pour piloter la fonction. C'est notamment le suivi de l'activité. Et enfin, le volet outils, dont on a beaucoup parlé à travers les entretiens et aussi dans le questionnaire, c'est la capacité à disposer d'un système d'information et d'outils répondant aux besoins de ces différentes fonctions. Alors, d'abord, une version un petit peu synthétique des enseignements du diagnostic. On a mis une phrase ici en haut qui, pour nous, peut résumer l'état des lieux en une phrase. C'est-à-dire, ce qu'on observe, c'est que le niveau de maturité global de l'IHU lyrique est cohérent par rapport aux autres structures parapubliques ayant la même ancienneté. Ensuite, les différents points clés, c'est que les services rendus par les fonctions administratives sont globalement bien identifiés par les personnes qu'on a interrogées, mais l'offre de service n'est pas formalisée. Bien que la majorité des processus soient, eux, bien formalisés, on a beaucoup entendu qu'ils n'étaient pas mis à jour régulièrement et qu'ils sont globalement peu appliqués. Et donc ce défaut d'application, il semble être dû à plusieurs facteurs, et c'est notamment le manque d'alignement entre les fonctions administratives d'un côté et les chercheurs de l'autre. Donc du côté de la perception de ces deux côtés-là, les chercheurs font monter une impression de culture de service limitée de la part des fonctions administratives, alors que les fonctions administratives déplorent le fait que les chercheurs ne soient pas prêts à respecter les processus qui ont été définis. Les personnes interrogées conviennent que les processus donc pourraient être améliorés, bien qu'ils soient cohérents avec la taille de la structure et donc le besoin. Donc nous, notre objectif à travers les ateliers, ça va être justement de rassembler à la fois des personnes qui sont bénéficiaires de ces différents processus, des personnes qui y contribuent pour bien mesurer les enjeux, à savoir les besoins du côté chercheur et les contraintes des personnes qui doivent mettre en place le processus. Il y a eu de nombreuses frustrations qui ont été exprimées sur les outils utilisés, donc en particulier NAV. On en a fait une petite section dédiée. L'outil est globalement jugé peu adapté et peu intuitif. Et enfin, un dernier constat un peu transverse, c'est que ces dernières années ont été marquées par un turnover important dans les équipes de la DAF et de la DSI, ce qui a impacté la qualité du service, mais la stabilité qui est arrivée depuis environ 1 an pourrait contribuer à améliorer le service. Alors ici, on commence par la fonction finance. C'est une synthèse de ce qu'on a observé sur la fonction finance. Ensuite, on rentre dans le détail des différents processus qu'on a regardés. Et alors ici, je veux bien préciser aussi que donc les éléments qui sont au milieu, c'est une synthèse de ce qu'on a pu entendre, parfois un petit côté analytique également. Et en bas, ce sont des verbatims. Et les verbatims, il faut bien les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un avis exprimé par une personne à un moment donné, que ce soit sur le questionnaire ou en entretien. On en a donc sélectionné certains parce qu'ils nous paraissaient importants ou parce que ils exprimaient quelque chose qui a été qu'on a entendu plusieurs fois. Donc pour la fonction finance, d'abord la stratégie et l'offre de service. L'offre de service n'est pas formalisée et donc elle est perçue comme peu lisible et ça c'est notamment dû à la séparation entre les processus UB et FBU.
La perception des personnes qu'on a interrogées, c'est également une culture de service trop limitée du point de vue des équipes métiers qui sont vues plus dans l'application des processus que dans une culture dite de service. Et enfin, peu de communication entre les équipes métiers et les équipes administratives, et ce qui pourrait être la source parfois de ces tensions, parfois incompréhension, on va dire. Le verbatim qu'on a relevé ici, c'est sur une des questions du questionnaire sur les services qui ne sont pas actuellement proposés. Et on a beaucoup entendu le fait qu'il faudrait pouvoir savoir combien reste sur chaque ligne budgétaire à tout moment. Donc le suivi des lignes budgétaires, ce qui actuellement n'est pas possible. Sur le pilotage et l'animation de la fonction, un pilotage assez hétérogène entre le côté UB et le côté FBU, un pilotage souvent réalisé en parallèle, donc sur des tableurs en parallèle des outils utilisés au quotidien. Et évidemment la cohésion de l'équipe impactée par le fait que l'équipe est un peu scindée en deux parties entre le côté UB et FBU. Ensuite, sur l'organisation et les processus, on peut noter qu'ils sont clairement définis. Ils sont accessibles à l'ensemble des collaborateurs. Cependant, quand on demande si les personnes vont voir les processus, on se rend compte que au final c'est assez peu le cas. Donc malgré le fait qu'ils soient accessibles, ça ne veut pas dire qu'ils sont particulièrement consultés. Ça peut rentrer dans les facteurs du manque d'application de ces processus. Un des enjeux qu'on a observé aussi, c'est la continuité de service en période de congé, parce que certains processus ou parties de processus sont gérés par une seule personne. Sur les ressources humaines, la montée en compétences des agents dernièrement arrivés est quasiment finalisée. La répartition des tâches reste à optimiser. Et le partage d'informations au sein de l'équipe est également amélioré. On note aussi un verbatim sur la double séparation, à la fois une séparation hiérarchique au sein de l'équipe, qui ne sont pas rattachés à la même direction, et une séparation physique, excusez-moi. Est-ce que ça appelle des questions déjà sur ces constats un peu synthétiques de la fonction finance? Donc ensuite, on fait un zoom processus par processus. Donc pour commencer par les achats côté FBU, la répartition des rôles est peu claire pour certaines des personnes interrogées. Le processus n'est pas systématiquement suivi et il y a des flux parallèles en raison de ces contournements. Il y a plusieurs points sur l'efficacité du processus qui ont été remontés, notamment la validation des bons de commande par mail au lieu de sur NAV. C'est les flux parallèles que je viens d'évoquer. Ça crée parfois de la confusion, des défauts de suivi et une charge de travail supplémentaire dans certains services. La double validation par donc l'équipe responsable de la ligne budgétaire et le directeur financier est remise en question par certaines personnes parce qu'elle est perçue comme un certain manque de fluidité, d'efficacité. L'absence de notification automatique en cas de besoin de validation dans le NAV entraîne une duplication des demandes par mail. Et enfin, des difficultés remontées par les équipes métiers concernant le processus post-commande, à savoir le suivi des livraisons, les suivis aussi du paiement des fournisseurs. En ce qui concerne les outils, certains utilisateurs réguliers du processus sont satisfaits de NAV. On l'a entendu plusieurs fois. Certains, notamment dans les plateformes qui utilisent régulièrement NAV, se sont habitués à son fonctionnement. En revanche, les utilisateurs ponctuels, et on le verra dans le résultat à l'enquête, rencontrent plus de difficultés et sont globalement assez peu satisfaits de l'utilisation du logiciel.
Les saisies de devis dans NAV sont jugées trop chronophages par beaucoup d'utilisateurs. Et on a aussi entendu un souhait de mettre en place un fichier de besoins priorisé et une mise en commun des besoins d'achat pour permettre aux gestionnaires de prendre la main plus en amont, donc dès la demande de devis. Vous pouvez voir donc le résultat de l'enquête ici, qui est globalement positif avec plus de 60% d'avis positifs. Vous pouvez ici, je ne vais pas tous les lire, mais lire certains verbatim, certaines choses qui ont été exprimées. Et ici, les pistes d'évolution. Donc la première chose, c'est qu'il y aura un atelier dédié aux achats et que justement on va revoir la procédure étape par étape pour à la fois identifier les besoins et les contraintes pour pouvoir proposer des évolutions. Je vous écoute. Oui. Uniquement le questionnaire en ligne. Ouais. Et globalement, moi, ce que j'ai entendu, c'est que les gens étaient confortables avec des nuances, bien sûr. Alors, je suis un peu étonnée. Tout à fait. Ici, la question porte vraiment sur le service d'achat FBU. Ça comprend NAV. Pardon? Parce que vous avez parlé de NAV, donc oui, alors on parle de NAV ici parce que ça fait partie du processus mais c'est pas enfin le camembert qui est en haut à droite, c'est pas sur l'outil en lui-même, c'est sur la fluidité, l'efficacité du processus en lui-même. Plus loin dans la restitution, on a une question qui était spécifique à NAV et voilà, sans divulgacher, le résultat est un peu moins positif. Ben, c'est-à-dire que ici, le résultat de l'enquête, c'est exactement la question qui a été posée et qui est justement quel est votre niveau de satisfaction sur le service d'achat FBU? Et c'est les réponses qu'on a obtenues. Tout à fait. Ensuite, sur le processus achat côté UB, on a perçu une certaine fluidité grâce à la proximité entre les chercheurs et la gestionnaire. Il y a une difficulté qui est remontée sur la création des fournisseurs étrangers. Et en termes d'achat, le suivi des achats, il est effectué en parallèle du logiciel de l'université sur des tableaux Excel en raison de l'adaptabilité limitée du logiciel de l'université pour faire ce suivi. Ici, sur le résultat de l'enquête, on a un résultat qui est un peu plus mitigé avec 45% d'avis positifs. En ce qui concerne les achats avec appel d'offres, donc aussi côté UB, les délais sont jugés trop longs pour les appels d'offres et c'est en partie à cause du fonctionnement de la cellule d'achat de l'université et des délais légaux. Mais on a entendu plusieurs possibilités d'améliorer le processus en amont pour éviter tout retard supplémentaire dû à une maîtrise ou une application imparfaite des procédures. Oui. En fait, je ne comprends pas ces pourcentages dans les gens qui ont répondu. Oui. Tout le monde utilise NAV ou pas? Non. Alors. Comment on différencie les réponses des gens qui disent ça me satisfait? Alors, pour chaque rubrique, chaque question, donc ici achat UB, achat appel d'offres UB, il y avait une question préliminaire qui était utilisez-vous la procédure d'achat côté UB? Si la réponse était oui, il y avait cette question. Si la réponse était non, ça passait à la. Je peux faire des achats mais sans passer par là parce que tout le monde a. Je vois, mais justement, là, on a demandé pour avoir un retour sur la procédure et non sur NAV en particulier. Oui, en fait, c'est parce que je suis toujours sur la NAV, en fait. Je suis désolée. D'accord. Des gens qui ont répondu, mais qui n'utilisent pas NAV. Alors, qui n'utilisent pas NAV, mais qui utilisent le processus. Le processus, il est bien NAV. Maintenant, vous avez aidé à bien différencier ceux qui répondent positivement et qui n'utilisent pas le processus de ceux qui utilisent le processus.
qui n'utilisent pas l'outil, qui n'utilisent pas Nav. Nous, on a fait pour chaque rubrique la même structure de questions, c'est-à-dire est-ce que vous êtes utilisateur du processus ou dans le cas de Nav de l'outil, et si oui, on a la question suivante, en êtes-vous satisfait? Et sinon, on n'a pas posé la question. Combien de personnes ont répondu? Alors en tout, on a 55 réponses. Et ici, pour chacune des questions, vous avez le nombre de répondants. Donc, par exemple, ici, pour le processus d'achat FBU, il y a 34 sur 55 qui ont répondu que ils utilisaient le processus et donc qui ont répondu à cette question. Ici, 31. Ici, pour les achats avec appel d'offres, c'est beaucoup moins, c'est 11. Et comment vous expliquez si peu de réponses? Si peu de réponses. Écoutez, le questionnaire a été, je crois, relayé plusieurs fois, 55 réponses. Bon, évidemment, c'est pas tout l'institut, mais nous, on répond avec la représentativité telle qu'on l'a. Hein. C'est les personnes qui ont bien voulu répondre au questionnaire. Nous aussi, et on déplore. Moi, j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait plus de gens qui participent à cet effort d'introspection, parce que je pense que c'est important pour nous permettre plusieurs choses. D'abord, d'évoluer en interne, de faire évoluer nos process dans un sens qui satisfait tout le monde et qui est plus performant. Et c'est aussi quelque chose qui va nous être utile dans nos discussions avec nos tutelles. Et par exemple, c'est intéressant de voir que les différences entre FBU et université. Et que les process universitaires sont plus compliqués, plus lourds, et d'une manière générale, sont moins favorablement notés que les process FBU. Alors ça fait partie des choses importantes qu'on peut discuter avec les tutelles et qu'on leur explique qu'on voudrait bien jouer notre rôle d'électron libre qui est capable de les aider à évoluer. Donc, terrain d'expérimentation parce que faire évoluer l'Université de Bordeaux, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà. Et donc, d'avoir comme ça des chiffres, des choses qui sont quantifiées, ben, ça peut que nous aider. Et c'est pour ça que moi aussi, je regrette qu'il ait fallu plus de participation, plus d'implication, plus d'intérêt pour cette démarche, qui par ailleurs nous coûte pas mal d'argent. Donc c'est dommage. Mais voilà, après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est dommage, je le regrette moi aussi. Et on fera avec ce qu'on a, et c'est déjà bien qu'on ait ça. Ça aurait pu être mieux. Et si je peux me permettre de compléter, on n'est pas fini, même si là, effectivement, le diagnostic est limité du fait du nombre de participants, il y a quand même cette phase 2 qui, je crois, est un deuxième tour intéressant, parce que là, c'est dans le cadre de discussion avec l'équipe administrative et les équipes de recherche pour trouver des solutions. Je pense que c'est ça vraiment l'objectif. C'est pas juste de faire une évaluation, même si moi, je trouve que pour mon équipe, c'est très important. Et d'ailleurs, j'en profite pour le remercier d'avoir joué le jeu, parce que c'est pas si simple. D'être passé au crible des dossiers, il faut faire, et ils ont suivi, et je suis oui, je suis très, moi je suis très contente de cette démarche de l'équipe parce que je trouve que c'est courageux et c'est professionnel aussi de savoir le faire. Donc cette première partie nous donne des indications, après on n'apprend pas forcément grand-chose parce qu'on sait qu'il y a des problèmes avec l'âme, on sait que c'est pas intuitif, on sait que ça va passer vite, enfin, on sait beaucoup de choses. La deuxième partie, ça va être le véritable objectif en réalité. Et du coup, ce sont des choses que vous avez en magasin, mais je ne sais plus si vous en parlez déjà, mais on a identifié quand même les points de vue, des choses qui reviennent de manière récurrente et sur lesquelles on va pouvoir travailler. Et au-delà de ça, on a identifié aussi sur ces points de difficulté ceux sur lesquels on avait des marges de manœuvre, des marges d'action. Donc, c'est un peu ce que je disais Pierre sur la LPU. Il y a des process sur lesquels on peut agir et d'autres un peu moins facilement. Et sur ces points de vue-là, on a aussi identifié ceux qui ont le plus d'impact.
Et bien sûr, ce sera les sujets prioritaires ensuite. Le temps qu'on mette tout ça en œuvre aussi au niveau de l'équipe administrative et qu'on puisse avancer. Donc, on partage tes questions. Non, tu fais bien. Et c'est l'objectif, c'est l'objectif aussi de cette restitution, c'est de poser ces questions pour qu'on soit bien aligné sur le diagnostic, ce qu'il faut, ce qui manque, ce sur quoi on peut effectivement se fonder pour la suite. Et la question sur NAV, après, je crois, vous l'avez dit, fait l'objet d'un autre carrément beaucoup moins positif que surprise. Là, ça a été extrait de l'ensemble de la précédente. Merci d'avoir insisté sur la deuxième partie parce que on peut se rattraper. C'est vrai que 55 personnes répondent sur potentiellement 160, c'est pas très représentatif malheureusement. Mais la deuxième partie, elle est encore plus importante sans doute parce que c'est là qu'on va faire l'effort de structurer notre pensée sur sur comment faire mieux, dans le fond interne, mais c'est aussi très puissant pour nous ensuite d'aller voir nos tutelles et de leur dire voilà, on a réfléchi, on s'est entouré d'experts, de consultants, et on voudrait vous proposer ça. Et c'est très difficile quand on est tutelle de dire non à quelque chose qui est bien structuré, qui est bien pensé et qui à l'évidence va dans le bon sens. Et donc là, je pense qu'on aura la possibilité, j'espère en tout cas, d'améliorer un certain nombre de process. Donc, participez. Eh bien, donc s'il n'y a pas plus de questions sur le processus achat, on peut passer au processus mission. Globalement, un processus connu, mais qui est souvent contourné, entravé, et c'est parfois par le manque d'anticipation des missionnaires. Une validation des demandes de mission par les responsables avant de connaître les coûts, ça c'est vrai qu'on l'a entendu plusieurs fois parce que c'est un principe qui peut être remis en question. Le recours quasi systématique à la dérogation, selon les chercheurs, parce que les forfaits mis en place par l'Université de Bordeaux et la FBU ne correspondent pas au prix réel. Et donc, on est quasi tout le temps dans la dérogation et on a un verbatim qui dit que la dérogation est quasiment la règle. Un certain manque d'anticipation par les demandeurs des pics de demande, notamment autour des plus gros congrès, et ça impacte l'efficacité du processus. Alors, on a noté la préférence de nombreux chercheurs pour traiter directement avec les gestionnaires pour améliorer l'efficacité et la fluidité, notamment dû ce manque d'efficacité et de fluidité aux nombreux échanges de mails nécessaires dans le processus qui est jugé chronophage. Le transfert des justificatifs de remboursement sous format papier, ça entraîne des pertes et un certain manque d'efficacité aussi. On a entendu beaucoup de remarques sur le recours aux agences de voyage. Côté FBU, les problèmes qui sont identifiés, c'est de multiples interlocuteurs au sein de l'agence, l'absence de possibilité de réserver en ligne, des tarifs élevés et pas d'assistance 24 heures sur 24. Côté UB, ici aussi des tarifs jugés trop élevés, une incompatibilité avec certains prestataires utiles, une formation pour les chercheurs comme Airbnb, Booking, Uber ou des compagnies low cost. Au niveau des outils, il n'y a pas de tableau de suivi regroupant les demandes UB et FBU. Qui permettrait aux gestionnaires d'avoir une certaine visibilité d'un côté et de l'autre et de pouvoir, en cas d'absence, gérer les différentes demandes. Et on n'a pas pu obtenir d'indicateurs sur le nombre de dérogations et les surcoûts associés à ces dérogations. Ici, sur le questionnaire, sur le niveau de satisfaction sur le service, on a quelque chose d'assez similaire entre le côté FBU et UB, légèrement plus positif côté UB,
EFBU, pardon. Et donc, on a plusieurs pistes d'évolution. Donc, mettre à jour la procédure avec en ajoutant un cadre dérogatoire. Et le faire encore une fois en co-construction, donc avec les contributeurs et les utilisateurs. La mise en place d'un tableau de suivi qui regroupe l'ensemble des demandes. Et enfin, quelque chose peut-être plus moyen terme, parce que c'est des délais, je pense, qui dépendent des contrats avec les différentes agences, mais donc définir un cahier des charges clair pour que la FBU tienne compte des contraintes de l'IHU lors du prochain appel d'offres pour l'agence de voyage. En ce qui concerne les prestations de services, on a noté un processus insuffisamment suivi et ça entraîne le fait que certaines manipulations commencent avant même que les contraintes soient établies. Ce qu'on a noté dans l'efficacité du processus, c'est que toutes les plateformes n'ont pas de grille tarifaire. Je crois que ça fait l'objet de travaux actuellement. Et que les grilles tarifaires qui sont en place ne sont pas suffisamment mis à jour. On a entendu une double saisie du chiffrage des prestations, donc à la fois par les plateformes et par les gestionnaires, et le fait que la facturation des prestations implique la vérification des services réalisés sur des prestations qui peuvent durer plusieurs semaines, et ça engendre une certaine difficulté. Le traitement des demandes est majoritairement réalisé par l'animalerie, qui doit donc s'occuper de la coordination de l'ensemble des demandes vers les plateformes. Et donc sur le volet outils, il y a des travaux en cours actuellement sur le déploiement d'un logiciel pour faciliter la gestion opérationnelle de la facturation. Ici, les pistes d'évolution, et je crois que c'est justement en cours de mettre à jour régulièrement les grilles tarifaires et d'en définir une pour chacune des plateformes. Et ici aussi de revoir la procédure avec les parties prenantes lors d'un atelier dédié. On a aussi noté la possibilité d'étudier l'opportunité de recruter une personne en charge de la gestion des demandes de prestations donc pour l'ensemble des plateformes. Sur les collaborations industrielles, donc ici le processus est géré par une seule personne et donc il y a pas de traitement possible des collaborations industrielles en cas d'absence. On a eu plusieurs retours sur le fait que la SAT fournit pas l'appui nécessaire ou l'appui escompté en la matière. Et que les plateformes ne sont pas systématiquement consultées et informées lors de l'établissement des collaborations, ce qui génère des difficultés dans l'application de ces collaborations. Et enfin, des devis pas toujours suffisamment détaillés, ce qui peut générer des incompréhensions ensuite dans la mise en place de la collaboration. Ici, sur le questionnaire, comme vous pouvez le voir, on a la moitié des personnes interrogées. Donc ici, c'est 8 personnes parce que seulement 8 personnes ont répondu qu'elles étaient utilisatrices du processus. Mais donc, on a la moitié des personnes qui se déclarent satisfaites. Est-ce que ça appelle des questions et des commentaires? Alors, ensuite, on passe à la fonction informatique. Donc ici, comme pour la fonction finance, on a une vision assez synthétique. Donc pour la fonction informatique, l'offre de service est clairement définie et identifiée par le personnel de l'IHU, même si elle n'est pas formalisée. C'est-à-dire que les personnes savent ce que fait la fonction informatique et dans quelles circonstances elle peut solliciter l'équipe. L'offre de service n'inclut pas la gestion et la protection des données. Et c'est un verbatim qu'on a mis ici en bas. Le sujet des données cliniques est un gros challenge pour l'Institut et pas seulement pour l'équipe informatique, mais de manière plus globale.
Ensuite, sur le pilotage et l'animation de la fonction, on a noté l'absence d'un tableau de suivi qui permet d'anticiper les actions à réaliser à court ou moyen terme, mais cependant une communication efficace en interne grâce à une équipe assez réduite et qui fonctionne bien ensemble, mais améliorable entre l'équipe et les entités métiers. Sur l'organisation et les processus, alors il n'y a pas de processus qui est propre à l'équipe informatique, mais elle est contributrice sur différents processus. L'organisation au sein de l'équipe est lisible, les rôles sont clairement définis. Alors en ce qui concerne les outils, c'est ici où on va aborder le cas de Navision. Globalement, l'outil ne remporte pas l'adhésion des chercheurs, il est considéré comme trop complexe, trop chronophage. On a eu certains commentaires sur des fonctionnalités Outlook qui seraient manquantes et sur l'outil de chat interne qui est jugé pas optimal. Enfin, sur le volet ressources humaines, le dimensionnement de l'équipe est jugé adéquat depuis le dernier recrutement en date, et le fait que l'implication des 3 membres de l'équipe garantit la continuité d'activité sur les différents services. Alors sur le support informatique, ici on a eu des très bons retours des résultats de l'enquête avec 33 réponses et plus de 80% de répondants satisfaits, voire très satisfaits. Des délais de traitement qui ont été améliorés grâce au recrutement d'une 3e personne. Un support informatique qui est complexe parce que l'outil, il existe une multitude d'outils au sein de l'Institut, des outils qui sont parfois développés par les chercheurs eux-mêmes. En termes d'outils, et je crois que c'est en train d'être mis en place également, mais on a noté la mise en place d'un système de tickets pour pouvoir enregistrer et tracer les demandes pour le support informatique. Voilà pour le support informatique. Sur le sujet des achats, donc les achats informatiques qui sont centralisés au niveau de la demande des devis, et ça permet de garantir la cohérence du parc. Ça, on note que c'est une bonne pratique. Il y a des difficultés qui sont rencontrées lors des demandes de devis, lors de certains pics d'activité, et ça demande une grande réactivité de la part des équipes pour la validation des achats et l'émission des bons de commande, parce que comme vous le savez, les devis sont souvent valables pour une brève période, et donc ça demande de la réactivité. On note aussi le suivi requis de la transmission des bons de commande en raison de retards fréquents dans les échanges entre les différentes équipes et l'équipe informatique. Enfin, quelque chose qu'on avait noté auparavant, mais le manque de suivi des lignes budgétaires entraîne souvent la réédition de devis en raison de fonds insuffisants sur une ligne, et donc un achat qui doit se faire sur une autre, un devis qui doit être redemandé. L'augmentation des délais de livraison du matériel dû aux facteurs externes tels que les pénuries et les problèmes de marché, c'est un problème qui est assez actuel. Voilà, est-ce que ça appelle des commentaires? Et donc ici, on passe à la question qui avait été posée sur l'outil NAV. Donc déjà, sur le résultat de l'enquête, on a un tiers, on va dire, un gros tiers des personnes qui déclarent être satisfaites de l'outil, et 65% qui sont peu, voire pas du tout satisfaits. C'est vrai que ici, ça aurait pu être intéressant de différencier les différents types d'utilisateurs, mais comme vous le savez, le questionnaire était anonyme et ne vous demandez pas de quelle direction vous faites partie, et donc on n'a pas vraiment la vision de, par exemple, est-ce que les gros utilisateurs sont plutôt satisfaits, insatisfaits, et est-ce que c'est le cas pour les utilisateurs plus ponctuels. Et ensuite, vous avez
un grand nombre de verbatim qu'on a essayé de trier un peu par thème. Donc, pour passer dessus assez rapidement, il y a des demandes concernant de l'aide à l'utilisation, donc pourquoi pas la mise en place d'un tutoriel. On a aussi ici en bas à droite un manque de formation, un manque de hotline pour les blocages. Sur les nouvelles fonctionnalités, parce que c'était une question spécifique, on retrouve ici la gestion budgétaire, des fonctionnalités pour retrouver ses propres demandes de prix et de commandes, l'automatisation de la déclaration TVA, la gestion des remboursements des missions, enfin, plusieurs fonctionnalités qui sont souhaitées par des répondants. Après, on a quelques retours sur le fait qu'il faudrait arrêter l'utilisation du logiciel, c'est l'avis de certaines personnes. Ensuite, les raisons, c'est justement que l'outil est considéré trop chronophage, pas assez intuitif par les utilisateurs et qu'il n'apporte pas de réponse aux besoins, à tous les besoins en tout cas des chercheurs, et que c'est un outil qui complexifie les procédures. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là? Très bien. Et enfin, la dernière fonction à laquelle on s'est intéressé, c'est la fonction ressources humaines. Donc déjà, le principal constat, c'est que la plupart des processus RH qu'on retrouve d'habitude dans les entités, ils sont gérés ici par les différents employeurs, et l'Institut, son rôle, c'est de faire le lien entre les différents employeurs, principalement sur la gestion du recrutement. L'offre de services donc n'inclut pas tout ce qui est gestion des compétences ou encore formation. Au sujet du pilotage et de l'animation de la fonction, on a un certain manque de communication entre d'une part les équipes métiers et la personne en charge des ressources humaines, et ce qui ne permet pas systématiquement d'anticiper les recrutements et les nouvelles arrivées. On note aussi l'utilisation de tableaux Excel pour le suivi du personnel, ce qu'on retrouve ici dans les outils en parallèle. Pardon, c'est pas ce sujet-là, mais donc plusieurs outils en parallèle pour l'utilisation, pour le suivi du personnel, donc un fichier par employé, un fichier global, un fichier par convention, et donc cette multiplicité d'outils, ça entraîne des saisies multiples. Et enfin, donc sur le volet ressources humaines, on l'a noté, mais la fonction ressources humaines est assurée par une seule personne, ce qui représente un certain risque en termes de continuité d'activité. Et on a ici quelques verbatim qui ont été surtout sélectionnés sur la session d'accueil, qui je crois a été un petit peu modifiée sur les derniers mois. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Très bien. Et donc pour reparler justement de ce qui va suivre, on l'a évoqué plusieurs fois, mais donc nous, la prochaine étape de notre intervention, ça va être d'organiser des ateliers thématiques, donc 5 ateliers, et justement, comme on l'a dit, de rassembler à la fois des membres des équipes administratives, mais aussi des utilisateurs du processus. Par rapport à ce qui a été dit lors des entretiens, c'est vrai qu'on a préidentifié des personnes qui seraient susceptibles de pouvoir contribuer aux différents sujets. Donc, on a établi une première liste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est toujours tout à fait ouvert. Et si vous souhaitez contribuer et être présent pour tel ou tel atelier, vous pouvez nous contacter, donc soit moi-même, soit Samia, pour qu'on vous ajoute lors de l'organisation de ces ateliers. On est en train en ce moment de fixer les dates.
mais ça serait donc entre fin juin et début juillet. Et donc pour peut-être donner un peu de précision sur le déroulement des ateliers, c'est alors le but c'est d'abord d'identifier les besoins et les contraintes qui s'imposent pour le processus, et d'ensuite prendre le processus tel qu'il est actuellement, de le dérouler et de pouvoir ce qui pourrait être modifié et amélioré. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on vient forcément avec certaines propositions, certaines pistes, mais à savoir que on n'a peut-être pas tout le tableau sur le fait que certaines pistes pourraient ne pas correspondre à certaines contraintes. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de vraiment toutes les parties prenantes du processus pour s'assurer que les solutions elles sont bien applicables et qu'elles permettent de remplir tous les besoins du processus sans enfreindre les différentes contraintes. Donc oui, on viendra avec des propositions, mais il faudra évidemment les rediscuter avec toutes les parties prenantes. Je suis étonné qu'il n'y ait pas une thématique informatique en ensemble. Alors même si on peut mettre un peu d'informatique, mais c'est dommage parce que vous voulez Conab, enfin, Nab, on met un problème, mais je pense que voilà, on peut travailler là-dessus avec des échanges peut-être pertinents aussi. Voilà. Ça serait dommage de ne pas en profiter pour discuter un peu interrompre de cette thématique-là. Puis voilà, s'il y a moyen, je pense que ça peut être pertinent. Par exemple, sur le formulaire où on a parlé un peu d'informatique tout à l'heure, quand il y a des gens qui font la remarque qu'il n'y a pas d'outil correct de chat en interne, en fait, on n'a pas déployé de chat officiellement. Okay. Donc en fait, vous voyez, ce genre de discussion, c'est important de l'avoir, parce que si on est critique, on peut travailler sur ce derrière, il faut avoir une vision d'ensemble, il faut pouvoir communiquer entre nous, lever des choses qui doivent être levées. Je sais pas, par exemple, à mon équipe de mal gérer telle ou telle partie. Bon, il faut peut-être expliquer quelles sont nos missions, quel est le périmètre, et je suis sûr que dans l'ensemble du IHP, des gens qui comprennent en fait. Donc en fait, pour améliorer, je pense, le fonctionnement de l'ensemble et notre manière de communiquer, que les gens et peut-être un meilleur ressenti du travail qui est fait, je pense que ce dialogue est quand même important à avoir, et c'est le moment, je pense. Voilà, donc si c'est possible, c'est super. Moi, voilà, je serais content. Voilà. Je suis d'accord aussi, parce qu'il y a tout le côté de l'échange de données qui ne va pas rentrer dans les thématiques qui sont présentes. Parce que le travail de mon équipe est très particulier. C'est-à-dire que nous, on doit s'occuper, en gros, de toute l'informatique, sauf de la partie scientifique. Bien que la partie scientifique, on aide. Et ça veut dire qu'il y a quand même le mur entre nous, un mur qu'on essaie de rendre perméable, on est d'accord, mais je pense que ça peut être bien d'essayer justement de profiter pour améliorer les échanges là-dessus. Voilà. Donc, si c'est possible, je pense que ça peut être bien. C'est complètement l'intérêt de l'échange qu'on a pour identifier ça, et du coup, je pense qu'on peut même se poser tout de suite la question de savoir, je pense que tu peux participer. Et parce que par exemple, le comité informatique, aujourd'hui, enfin, qui a lieu, on va dire, une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans, par exemple, il n'y a pas de bras ou il n'y a pas de Jason. Après, on ne peut pas mettre tout le monde à chaque fois qui fait de l'informatique ici autour d'une table. Mais là, est-ce qu'on peut en profiter justement une fois au moins pour le faire? Voilà. Quand on a l'échange, c'est de rigoler les choses, et puis voilà. Oui, après, par exemple, discuter aussi d'un contenu Internet. Alors, il y a peut-être aussi des, par exemple, sur les données process d'accueil de nos enfants, ils ont accès à l'Internet et peuvent avoir plein d'informations.
là, ils ont un moyen d'aller piocher de l'information, on peut leur dire où aller piocher. Alors que là, ça existe, mais si on bien compris, c'est un peu compliqué d'aller chercher l'info sur le commun. Et l'intranet, aujourd'hui, pour moi, je le définirais comme. Non, je parlais même pas d'intranet, je parlais de commun, c'est la réforme. L'info est dans le commun, mais quand tu es gros, Exactement. je comprends que ça ne va pas être simple. L'accueil des nouveaux arrivants, on l'a revu récemment. Parce qu'effectivement, ça a été dit, je crois, dans le slide précédent, c'est très centré sur les questions de sécurité. C'est normal, parce qu'on a bien le faire effectivement à l'arrivée, dès l'arrivée. Mais ça ne peut pas signifier ça, donc ça, on l'a relevé. Et après, je suis d'accord, on s'est posé la même question, on n'a pas encore réalisé les supports. On s'est dit qu'il fallait aussi que ça ne soit pas dépendant des personnes ou de la date. On fait la réunion qui peut être un peu lointaine par rapport au moment de l'arrivée. Et on ne peut pas faire de réunion à chaque fois d'arrivée. Donc ça peut effectivement être une bonne option, ça fait partie de la question qu'on a en ce moment. Et aussi, on s'est dit de mieux identifier, enfin on ne va pas faire le sujet aujourd'hui, mais les fonctions administratives pour les nouveaux arrivants, pour savoir vers qui on doit se tourner pour quelles questions, parce qu'on a remarqué que ça ne se fait pas forcément. Dans ce sujet, on n'a pas encore réalisé. Alors, du coup, c'est OK pour vous si on ajoute un. C'est vrai que l'informatique, c'était traité dans différents domaines, mais après tout, pourquoi pas en faire un sujet, puisque tous les volontaires ont fait ça. Et alors, du coup, Laura, tu serais par contre. On te met dans la liste pour contribuer. Non, mais il faut. Oui, et je pense que c'est vrai, ouais, je pense que c'est. Alors, s'il y en a d'autres qui souhaitent participer, oui. Oui, non. Après, on va envoyer le mail au nom pour dire. Oui, voilà, exactement. Oui. Voilà. Et puis, surtout pour ceux qui ne sont pas présents, diffuser l'information auprès de vos collègues, de vos équipes, si jamais il y a des personnes qui souhaitent s'ajouter à cet atelier et les autres. On l'a dit. On a identifié donc, des personnes qui étaient utilisatrices ou qui avaient participé aux entretiens sur lesquels on pensait voilà, on pouvait s'appuyer pour travailler. Et puis il y aura d'autres personnes aussi, et peut-être qui n'ont pas répondu au questionnaire, mais qui seraient partants pour nous aider dans la suite du processus. Maintenant, pour les ateliers, est-ce que ça va être sur les jours fixes? Est-ce que ça va être un groupe de personnes qui vont participer pour vérifier que les personnes soient disponibles? Parce que, par exemple, si ça va être en juin, début juillet, il y a déjà les expériences qui sont prévues. Ouais, c'est dommage. C'est un peu notre casse-tête. Ouais, c'est la question qu'on se pose. L'idée, ça serait de fixer des ateliers sur 2 journées différentes. Et donc, on pourrait en faire 3 par jour. Vu qu'il y en a un 6e. Donc, ça serait sur des jours fixes quand même. Après, je sais qu'il y a un doodle qui est prévu pour les participants qu'on a pré-identifiés. Mais ça reste à fixer. On va envoyer un mail avec les thématiques et justement les mails à lesquels elles peuvent passer. Je pense que ça va être important. Ok. Transmettre cette information, c'est-à-dire qu'on a tout y acheté. Et que les mails sont envoyés à des positions de personnes. Voilà, et ceux qui veulent s'y arriver. Oui. On a un espoir d'avoir de l'impact côté du B sur les ateliers ou c'est Ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien, on n'aura pas. Alors, oui, je pose une vraie question. On va être réaliste, on ne va pas révolutionner le processus. L'idée, c'est pas ça. C'est de voir ce qu'on peut améliorer le TFDI et comment ensuite on va discuter avec l'université pour voir si on peut devenir des chemins dérogatoires pour passer plus de réussite et plus rapidement. Et c'est ce que Pierre disait tout à l'heure, il y a des configurations ou des cas de figure sur lesquels on pourra argumenter parce qu'on pourra se reposer sur ce diagnostic et sur les propositions des équipes de l'IHU. Dans d'autres IHU, le système fonctionne très différemment, parce que ce n'est pas une fondation en tant que technique, mais c'est important, qui est abritée par
une autre fondation et avec des passages sur les process UB, il y a une personnalité juridique propre, c'est-à-dire qu'en fait, on a un périmètre et une autonomie de gestion plus grande, et ça simplifie beaucoup de ces procédures. Mais ça veut dire aussi qu'il faut être capable de passer le marché, et avec nous, en ce moment, d'avoir un sérieux sujet sur l'IRM, puisque là, on a effectivement dû, pour d'autres raisons, passer par la vie pour faire le compte de l'IRM. Et comme on n'a pas, nous, d'équipe spécialisée marché, et en plus, celui-ci est quand même assez costaud, un peu complexe, justement, on essaie de trouver des compétences externes pour nous accompagner, sachant que l'université nous a dit clairement que ils étaient saturés et qu'ils ne pouvaient pas prendre en charge cet appel à projet. Donc, ça impactera aussi l'IHU, en fait, les résultats de tout ça et la manière dont on orientera les process pourrait aussi impacter les équipes et nous amener, comme là c'est le cas, à aller chercher un consultant externe pour un accompagnement sur des procédures qui habituellement sont gérées par la réponse est non, mais l'idée c'est pas de transformer l'université, c'est nous de pouvoir être plus agiles et de pouvoir développer nos propres solutions. Et qu'on puisse faire la démonstration que c'est pertinent et que c'est légitime. Très bien. Dans ce cas, je vous remercie et donc je vous laisse nous contacter par mail si vous souhaitez participer aux ateliers, mais de toute façon, il y aura un rappel qui sera fait à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.